Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, j'ai sous les yeux le Sony Xperia Go qui a été annoncé récemment, qui fait partie de la longue série de terminaux qui ont été dévoilés il y a peu de temps par Sony. Donc pour rappel, au MWC, on a eu le Xperia S, le P et le U. Et puis ensuite, on a eu le Sola, on a eu tout ce qui est Miro, Go, il y a eu le Acro, le Ion qui était aux États-Unis, qui va arriver en Europe, etc. etc. Et c'est vrai que cette année, en fait, Sony a pas mal d'appareils à nous présenter, et dont celui-là qui, d'après moi, est le successeur du Sony Ericsson Xperia Active, dont la particularité est d'être un appareil qui est dédié aux personnes qui font du sport peut-être, qui ont besoin d'un appareil qui est protégé, pour une raison simple, c'est que ce Xperia Go est certifié IP67. Donc c'est une certification de solidité, de protection à la poussière, de l'eau. Alors ici en l'occurrence IP67 ça veut dire qu'il résiste à la poussière. Et à l'eau, il peut être immergé jusqu'à 1 mètre de profondeur, environ maximum 30 minutes. Voilà. Donc en gros, vous pouvez vous prendre, enfin, il peut se prendre de l'eau dessus, il n'y a pas de souci. Et on va faire le tour, je vais vous montrer pourquoi. Mais très rapidement, on va passer sur les specs et vous allez rapidement comprendre que le Xperia Go, enfin, que Sony a choisi une base pour tous ces appareils entrée de gamme. Pour moi, c'est un appareil entrée de gamme Android. Entrée de gamme, bas de moyenne gamme, on va dire, a choisi une base sur tous ces appareils de ce type de gamme, et c'est la même ici que sur d'autres appareils, vous allez le constater. Donc on a un écran 3.5 pouces de résolution 320 par 480, c'est un écran toujours Reality Display Bravia Engine, on a 8 Go de mémoire interne, mais on n'en a que 4 qui sont utilisables pour l'utilisateur, en fait, finalement, qui sont accessibles par l'utilisateur. Par contre, on peut monter jusqu'à 32 Go via micro SD. On a 512 MO de RAM. On a un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED, il filme en 720p. Voilà, et puis on a le flash sur la gauche ici, et de manière assez classique, un peu décalé d'ailleurs sur la gauche ici. Sur ce design, pas de caméra frontale, donc on ne pourra pas faire de visio. Au niveau de, justement, c'est de ça dont je parlais, au niveau du processeur, donc du chipset qui est utilisé, on a du dual core à 1 GHz. En fait, c'est le même chipset, enfin, en termes de puissance et même de chipset d'une manière générale, c'est le même que sur le Solar, que sur le P. Sur le U, c'est le même performance, mais c'est un chipset un peu différent. Mais au final, on se retrouve avec quelque chose de très similaire. Il y a juste le Miro qui est un petit peu en dessous avec 800 MHz. Et là, ça devrait être un petit peu, ça devrait vraiment se sentir niveau performance. Mais voilà, tout ça pour dire qu'entre le Sola, le P et le U et celui-là, on se retrouve sur quelque chose de très 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 similaire, mais à des prix différents, puisque bah il n'y a pas que le chipset et la puissance derrière qui compte, il y a tout le reste aussi. Et là-dessus, on a vraiment cette particularité d'être IP67. Niveau de la batterie, on a une batterie 1305 mAh avec, en termes d'autonomie annoncée, 5h30 en communication, 460 heures en veille. Bon, il sera vendu en 3 couleurs, noir, donc la version que j'ai ici, donc qui est vraiment 100% noir, blanc, où il y a cette bande qui reste noire, il me semble. Oui, si c'est ça. En fait, non, c'est pas ça, pardon. En blanc, là je l'ai sous les yeux. En blanc, c'est juste les contours de l'écran ici qui restent noirs, mais ça c'est plutôt logique. Et je trouve qu'il a un rendu un petit peu meilleur que celui-là. Mais bon, c'est une question de goût. Et également en jaune, ce qui est un peu étrange, mais voilà. Il y a une version jaune. Et actuellement, il est vendu en précommande pour l'instant, 295 euros, donc 300 euros, un petit peu moins de 300 euros. Et donc, en niveau de prix, ça le situe finalement à peu près au même niveau que tout ce qui est U. Il est pas loin du Sola également en termes de prix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au niveau de la gamme, on a le Miro tout en bas qui est autour de 200 euros. Ensuite, après, on a le U qui est à 250. On a le Sola à 290. On a celui-ci, le Go qui suit, qui est pour moi au même prix, 295-300 euros. Ensuite, on a le P. Ensuite, bien sûr, on a le S, etc. etc. Mais voilà, c'est à peu près là qui se situe au niveau de la gamme. Et bien sûr, bon, j'en ai pas parlé au début, mais ça me paraît logique pour cette gamme Xperia. Il tourne sur Android.
2.3, donc Gingerbread, avec la possibilité de passer sous la version 4.0. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais toute la gamme Xperia de Sony de ce début d'année, enfin jusqu'à l'été, là pour l'instant on a vu que des terminaux sous Gingerbread. Le Xperia S vient tout juste de passer sous ICS, mais tous les appareils ne l'ont même pas encore, donc voilà, faut pas s'étonner pour l'instant à avoir du Gingerbread là-dessus. Vous allez voir, c'est pas forcément un problème, je trouve. Alors, donc qui dit écran 3.5 pouces dit form factor de petite taille plutôt, donc c'est plutôt appréciable et on peut bien le prendre en main. Alors vous avez vu, celui-là n'a pas le même design que sur toute la gamme Xperia S, P et U. On n'a pas cette barre transparente en bas, donc ça c'est une des particularités. Il fait d'ailleurs du coup plus penser au Sola, mais avec vraiment un esprit un peu différent, puisque ça se voit peut-être mal à la caméra, mais cette matière là est différente. C'est une sorte de gomme plutôt agréable au toucher, un petit peu qui accroche un tout petit peu, mais c'est pas comme sur les autres où voilà, c'était beaucoup plus lisse. On a un feeling vraiment différent. Il est plutôt léger. J'ai pas le poids sous les yeux, moi je vais vous le sortir. Hop, voilà, il 110 grammes, ouais, donc c'est plutôt léger. C'est un petit appareil en plastique. Donc à l'avant, on a quelques capteurs, la sortie audio, le logo Sony, l'écran 3.5 pouces. Ici, les touches sensibles, retour, accueil et menu. Un l'écran est légèrement surélevé ici par rapport à cet élément-là, mais vraiment ça fait penser au Sola. Le logo Xperia. Sur la droite, alors, comme il est IP67, faut trouver une solution pour les caches, pour les ports, et justement ça se traduit par l'utilisation de caches. Et c'est souvent le cas, on l'avait vu par exemple sur tout ce qui est défi, toute la série défi et de Motorola, et donc on avait pareil des caches comme ça, donc ils sont pas mal. Et derrière on voit ici c'est bleu, et en fait si vous enlevez cette partie là, toute la partie là est bleu verte. C'est des caches qui sont bien, mais je pense que c'est pas la seule explication à ce côté étanche, puisque sincèrement ils ont pas l'air fixés tant que ça. Petit détail aussi, là ici on a un petit autocollant qui spécifie juste que c'est une version prototype que j'ai, et c'est ça qui explique peut-être 2-3 petits trucs de design dont je vais parler après. Là on a le bouton de volume qui est presque centré, qui est plutôt bien, un petit peu court peut-être. Important, pas de bouton dédié pour l'appareil photo. C'est un petit peu dommage, mais il fallait s'y attendre. On a un appareil vraiment petit, et sa particularité c'est peut-être pas la photo, sincèrement. Donc voilà, faut pas s'attendre à de très très bons résultats, même si vous allez voir c'est pas trop mal. C'est juste que déjà Sony n'a pas souhaité intégrer de bouton dédié pour l'appareil photo. Bon. Rien en dessous, et sur la gauche ici on a le jack 3.5, derrière un cache bien sûr, le bouton on-off verrouillé déverrouillé ici, l'appareil photo 5 mégapixels, le flash, le haut-parleur qui est en bas, ça c'est un micro secondaire, et puis c'est à peu près tout. Là on a juste le logo Xperia qui se cache derrière, on ne le voit pas, et donc pour l'enlever c'est possible, hein, il faut juste enlever toute cette partie là. Et derrière, c'est complètement protégé, c'est-à-dire que la batterie n'est pas accessible. Vous pouvez enlever ça pour mettre une micro SD, mais la batterie n'est pas accessible directement. Je pense qu'il faut dévisser le truc, donc c'est un petit peu galère. Et c'est à peu près tout. Il y a un truc quand même dont je voulais vous parler. Alors, encore une fois, attention, c'est une version prototype ici, mais c'est difficile de vous dire si vous aurez ça dans la version commerciale. Alors, à savoir que moi, je trouve que les écarts ici sont, voilà, il suffit juste que j'insère un tout petit peu mon ongle dedans, et on voit la couleur juste ici là. Et je sais pas, voilà, là par exemple, là j'ai appuyé à fond tout du long, et on a quand même on voit quand même les couleurs derrière ici. Donc ça veut dire que concrètement quand vous le mettez dans l'eau, l'eau va passer par ici. Et j'ai un petit peu, c'est comme pour tous ces terminaux IP67, j'ai quelques doutes par rapport à ça. Je peux pas le tester, hélas, parce que voilà, j'ai pas envie d'abîmer leur appareil potentiellement. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a avec ce Go au niveau du design? On a
form factor certifié IP67, donc qui est résistant poussière, eau, qui du coup est protégé par des caches un petit peu partout, ce qui n'est pas forcément esthétique, mais ce qui va complètement dans l'objectif IP67. Hein. Donc c'est un appareil qui est pensé au final comme le Active pour les personnes qui vont sortir, qui vont faire du sport en extérieur, qui vont risquer de faire tomber leur appareil dans la poussière, dans la terre, dans de l'eau. Mais globalement, c'est surtout, voilà, c'est pour les personnes qui ont besoin d'un appareil qui est relativement solide quand même. Maintenant, je vous dis pas que si vous le faites tomber, il va pas avoir de rayures sur l'écran ou quoi que ce soit. Ça, c'est bien sûr, il est protégé. Mais c'est surtout cet aspect IP67 qui rajoute une couche de protection que vous n'avez pas forcément sur les autres terminaux, qui va vous permettre d'avoir peut-être un peu moins peur de tout ce qui est poussière et eau. Donc c'est intéressant pour ceux qui sont dans des environnements au quotidien. À mon avis, c'est plutôt pour ça, pour ceux qui travaillent dans des environnements où c'est un problème. Je sais pas, sur des chantiers en extérieur, ou bien si vous prenez votre appareil pour aller courir et que, je sais pas, vous avez peur de le faire tomber, ou quand il pleut, vous avez peur de mouiller votre mobile, là, c'est possible. Et en plus, il y a un truc que j'ai pas dit, mais vous pouvez l'utiliser quand vous avez les doigts mouillés, ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les mobiles capacitifs. Voilà. Donc, cela étant dit, on va pouvoir passer aux fonctionnalités. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir auparavant dans tous nos tests de la gamme Xperia. Et au niveau des performances, vous allez voir, ça ressemble énormément aussi à ce qu'on a vu sur des Sola, des U, voire même des P, parce que c'est la même chose. Donc on va passer à l'interface. On déverrouille l'écran en appuyant sur le haut, sur le bouton du haut. Je trouve qu'il s'enfonce assez mal dans cette version, en tout cas cette version prototype. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de moments où vous allez, là j'appuie dessus, il ne se passe rien, il faut appuyer assez fort. C'est peut-être dû au fait qu'il soit certifié également IP67. Ça fait que le bouton est peut-être intégré d'une façon différente. Mais bon, c'est pas un gros problème. Alors sur l'écran de déverrouillage, il y a un petit truc sympa. C'est cette fonctionnalité ici qui permet de lancer rapidement l'appareil photo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est comme vous n'avez pas de bouton dédié pour l'appareil photo, vous ne pouvez pas rester appuyé sur le bouton pour lancer l'appareil photo. Ce qui est quelque chose que vous pouvez faire avec le Sola, le U, le P, toute cette série. Donc ce que vous faites, c'est vous faites ça. Hop. Voilà. Alors là, j'ai pris une photo en fait. On la voit ici, c'est la dernière. Parce que j'ai activé le mode prise de photo automatique dès la sortie de la veille en fait. Mais vous pouvez aussi juste demander à ce qu'il lance l'appareil photo sans prendre la photo. Et c'est vrai que sortir de cet écran de veille et prendre la photo directement, c'est pas forcément évident. On ne sait pas ce qu'on va prendre en photo. Donc bon, voilà, je vous conseille plutôt de basculer en mode ouverture de l'appareil photo, ce sera déjà pas mal. On arrive là-dessus. On déverrouille de cette façon et on accède bien sûr à un écran, à plusieurs écrans d'accueil. Et tout ça, c'est extrêmement classique. Et du coup, là pour le coup, vu que ça va être, c'est un de mes derniers tests enfin, c'est pas forcément le dernier parce qu'il y aura le Miro, etc. Mais il y a toute une longue série de tests de cette surcouche Xperia, à savoir le S, le P, le U, le Sola. Et je pense que vraiment, on a fait un grand tour. Et du coup, je vais quand même vous montrer bien sûr l'interface, mais je vais essayer de passer vraiment beaucoup plus rapidement que pour les autres. Donc on a plusieurs pages d'accueil, normalement on en a 7. On peut pincer comme ça pour voir les différents widgets. Et on peut les disposer de cette façon-là à l'écran. Tiroir des notifications qui n'est pas personnalisé par Sony, enfin qui n'est pas personnalisé dans le sens où il n'y a pas d'accès rapide à certains contrôles. Je trouve ça un petit peu dommage, mais vous pouvez les ajouter via des widgets, comme celui-ci. Cette surcouche au niveau accueil, elle est pas mal. Il y a des nouveaux, enfin je les appelle nouveaux par rapport à tout ce qu'on avait sur Arc S, etc. C'est des nouveaux widgets. Je les trouve un tout petit peu moins bien, moins esthétiques, mais ça c'est une question de goût. Et puis au final ils sont quand même fonctionnels, il n'y a pas de souci. Donc on a un widget musical, on a là, un système où on peut mettre tous ses amis, on a les flux. Tout ce qui est flux sociaux, on a les infos météo, etc. Et puis de toute façon, au pire, vous pouvez en télécharger sur le Play Store, il n'y a pas de souci. Le multitâche, vous restez appuyé ici, vous avez les applications récemment lancées qui s'affichent ici. Ensuite, hop, on va passer du coup à tout ce qui est
composition numéro, appel téléphonique, etc. Donc vous commencez à écrire un numéro, vous avez des propositions. Voilà, vous pouvez ensuite faire ça. Ça, c'est bien, ça marche très très bien. Vous avez vos favoris ici, vous avez les contacts qui s'affichent ici. Quand vous rentrez dans un contact, si vous avez configuré tous vos comptes, et ça c'est important je pense. Alors attendez, je vais juste faire un truc, je vais augmenter la luminosité de l'écran parce que j'ai l'impression que vous voyez pas forcément très bien. Voilà, à mon avis c'est mieux ça. On va repasser là, voilà, dans les contacts. Alors, si vous configurez tous vos réseaux sociaux, par exemple, surtout je pense à Facebook, vous allez le voir, ben, vous vous retrouvez avec vos contacts synchronisés de différentes façons. Donc là vous avez la fiche avec la possibilité de l'appeler, lui envoyer un texto, un email, son adresse, son anniversaire synchronisé avec Facebook. Vous défilez sur la droite et là vous voyez il y a les petites icônes Facebook et vous avez ses photos, donc les photos où la personne est marquée, ses albums et ses intérêts. Et ça c'est intéressant. On l'a bien sûr dans tous les appareils de cette gamme, mais bon je vous le montre ici parce que c'est quand même intéressant. On a ses intérêts et je crois que ouais voilà, tout est lié en fait à l'application Facebook, et ça c'est important, c'est que c'est pas réellement intégré comme sur ce qu'on a peut-être sur un Xperia S ou certains autres terminaux. Il y a des choix comme ça qui ont été faits par Sony, c'est un peu étrange. Par exemple ici on a la personne qui est taguée, on voit commenter, etc. Mais en fait on est dans l'application Facebook. Si je fais commenter, je me retrouve dans l'application Facebook. C'est pas forcément grave parce que vous avez vu c'est plutôt rapide à charger, mais c'est pas une intégration vraiment profonde dans l'interface des contacts. Voilà, donc ça c'était pour les contacts. Et vous pouvez bien sûr régler les contacts à afficher. Donc dans vos réglages vous avez vos comptes, synchronisation, etc. Donc grand classique ici. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette partie contact. Ok, au niveau des messages, c'est très classique également. Vous avez la possibilité d'ajouter différents contacts. Alors hop, voilà, je vais le refaire parce que je voulais pas envoyer un email. Voilà, toc, on va faire terminer. Vous avez le clavier en mode portrait comme ça qui s'affiche, qui est pas mal, mais je trouve que niveau place c'est pas top. C'est comme sur le Sola hein, de toute façon. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. Je pense que la plupart d'entre vous ne vont pas avoir besoin de le changer. Au pire, dans tous les cas, vous pouvez passer, enfin au pire entre guillemets, vous pouvez passer en mode paysage et là tout de suite il y a un peu plus de place. Sinon, vous pouvez en télécharger d'autres comme d'habitude. Maintenant, vu la taille de l'écran, ça changera peut-être pas grand chose. Mais je pense à des solutions peut-être comme Swipe. Sur un écran de cette taille-là, avec Swipe, vous pouvez tracer vos lignes avec le pouce par exemple, et ça peut marcher assez bien. Mais sinon c'est vrai que par défaut il fonctionne assez bien comme d'habitude hein, sur ces terminaux. Et puis les discussions sont organisées ensuite par contact avec différentes bulles qui s'affichent. Là je vais envoyer voilà, ça fait des bulles comme ça que vous voyez peut-être pas trop en fait avec la luminosité de l'écran. Voilà, désolé. Ok, donc ça c'était pour cette petite partie là. Je vais vous montrer tout ce qui est email. Alors première chose, bien sûr, si vous utilisez Gmail, vous pouvez passer par le client Gmail par défaut, qui commence à se faire vieux sous Gingerbread, et c'est vrai que j'ai hâte que ces terminaux passent sous ICS, parce que ne serait-ce que pour ce client Gmail qui est un petit peu mieux, et je trouve qu'il n'est pas extrêmement fluide ici. Sinon, vous pouvez utiliser l'application de mail proposée par Sony ici. Donc là j'ai les mails j'ai pas beaucoup de mails donc c'est pour ça que je peux pas défiler, mais normalement je peux. Elle est pas mal et en plus on a ce système. Alors c'est un petit peu étrange parce que sur un écran aussi petit, je comprends pas vraiment pourquoi ils ont intégré ce système là, mais vous pouvez le mettre en fait. C'est l'histoire des colonnes avec les sujets, avec l'email sur la droite. Mais vous voyez là sur un écran de cette taille là ça commence à devenir vraiment compliqué quoi. Cette barre là elle prend beaucoup de place. Ensuite le mail on peut quasiment pas le lire, alors faut zoomer mais ça se remet pas en page. Ensuite on a les sujets sur le côté mais on n'arrive quasiment pas à les lire, on a un seul mot qui s'affiche. Enfin c'est pas évident je trouve. Maintenant qu'il est intégré c'est une bonne chose hein. C'est juste que c'est pas forcément nécessaire ici. Ça s'appelle volet affichage aperçu. Voilà, et ensuite vous faites portrait, paysage ou enfin non, paysage activé ou arrêt. Activé ça le met partout, paysage c'est juste en paysage et arrêt c'est pour l'enlever. Sinon le client email est pas mal.
Il est un petit peu plus fluide d'après ce que j'ai constaté que le client Gmail par défaut. On va passer au web du coup, parce que c'est dans la liste. Hop. Alors, au niveau du web, on se retrouve sur une expérience très très similaire à ce qu'on avait et ce qu'on a sur tous les autres terminaux de cette gamme, à savoir, ça fonctionne, c'est presque correct, mais on a toujours des problèmes de fluidité. Et dans la mesure où cet appareil fonctionne sur la même plateforme que les autres, c'est normal. Quand je dis plateforme, je veux dire chipset, etc. Au niveau de la technique. Et donc là, par exemple, sur Testo Mobile, qui n'est pas un site spécialement lourd, ben on va voir qu'il y a quand même des délais. C'est pas extrêmement fluide. On va rentrer dans un article pour voir. Je suis connecté en Wi-Fi, ça devrait aller assez rapidement. Hop, voilà, double tap, alors ça c'est pas mal. Double tap et ça permet de remettre en page le texte en zoomant, donc ça marche bien. Vous avez la possibilité d'accéder à vos favoris de cette façon-là. On va aller sur un site encore un petit peu plus lourd. Bien sûr, les versions mobiles des sites internet fonctionneront pas à la perfection, mais pas mal quand même. Par exemple là sur cette version-là, qui a normalement fini de charger, là, ouais. Bah c'est bon, mais c'est pas excellent. Et c'est là où c'est un petit peu dommage, parce qu'une version mobile, normalement, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de lourd. Et là, on voit quand même que bah, le Go a un petit peu de mal. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas utiliser Internet, loin de là, parce que au final, ça s'affiche bien. Il n'y a pas de souci, vous pouvez visiter des sites. Maintenant, s'ils sont optimisés avec des versions mobiles, c'est mieux. Peut-être privilégier ça. Si vous n'avez pas le choix, ça passera quand même. Ce sera juste pas forcément l'expérience la plus agréable possible. Et puis il ne faut pas oublier que c'est un écran 3.5 pouces. Vous n'avez pas beaucoup de place. Et bah, ça, c'est à prendre en compte aussi. Voilà. Moi, je pense que d'une manière générale, si vous avez besoin d'une expérience excellente sur le web, faut basculer sur du haut de gamme si vous êtes sous Android. Parce que sinon, c'est forcément de ce type-là en termes d'expérience. Hop, voilà, on peut zoomer. Copier-coller, très classique Android. Bon, voilà, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est les performances qu'on attend sur ce type d'appareil. Et c'est ce qu'on a eu sur le Solar. Et comme les deux terminaux se ressemblent beaucoup, bah, ça me paraît tout à fait logique. Alors, il y a un petit truc que je ne vous ai pas montré, mais c'est ça. Ça, c'est juste, vous pouvez faire des dossiers. Et par défaut, quand vous sortez l'appareil de la boîte, en fait, vous avez ça. Ils vous ont créé automatiquement, enfin, ils vous ont créé et préinstallé un dossier avec différentes applications. Donc une application boussole, une application qui permet de compter vos pas, une application que je trouve plutôt sympa, qui permet de créer des dessins quand vous courez en fait. Et je trouve ça assez marrant. Et My Coach c'est Adidas il me semble, qui est plutôt sympa, avec tout un système de coaching, etc. Maintenant, toutes ces applications-là, vous pouvez les télécharger et créer vous-même un dossier sur n'importe quel terminal Android. Donc il n'y a pas de grosse valeur ajoutée par rapport à toute la solution GPS. Maintenant, c'est vrai que comme c'est un petit appareil, qu'il est solide, qui résiste à l'eau, vous achetez un brassard, vous mettez cet appareil là dedans, il rentrera très bien, et vous partez vous promener, enfin courir a priori. Il y aura pas de, enfin ce sera peut-être mieux, plus intéressant, plus confortable que sur avec d'autres terminaux, mais franchement sans plus. C'est-à-dire que si vous avez un iPhone, si vous avez n'importe quoi, un Galaxy Ace, même un Galaxy S2 ou n'importe quel autre terminal, vous pouvez quand même aller le prendre et aller courir ou faire du sport. Donc là-dessus, à part le côté IP67, il n'y a pas de grosse valeur ajoutée côté GPS, côté course, etc. Même si c'est cet argument-là qui va être largement mis en avant lors de la promotion de cet appareil par Sony, mais c'est normal, il faut trouver un point différenciant, et c'est comme pour le Active, hein. C'est la même chose, sauf que le Active, il me semble qu'il y avait la possibilité d'accrocher une lanière, et là on n'a pas ça. Mais bon, c'est un détail. Ok. Alors ensuite, dans le menu principal, c'est toujours la même chose. Vous avez la possibilité de trier. Donc, personnaliser, vous changez vous-même le placement des applications. Alphabétique plus utilisé, installé récemment.
Vous pouvez modifier les positions des icônes en appuyant ici, pourquoi pas. Vous avez toujours Timescape qui est dans cette surcouche depuis un bail maintenant. Ce qui est sympa avec Timescape, même si moi je suis pas un grand fan, c'est que vous pouvez installer des plugins pour Timescape. Donc là par exemple ça c'est mon écran principal Timescape avec tous mes blocs là, avec tous mes messages. Je bascule sur la droite, j'ai Facebook. Là j'ai rajouté musique. Alors je sais pas exactement ce que c'est, je pense que c'est quand mes amis rajoutent de la musique sur Facebook, ou Facebook ou Twitter peut-être. Peut-être via Spotify ou d'autres, je suis pas sûr là pour le coup, mais ça c'est un plugin que j'ai rajouté. Là ensuite j'ai toutes mes photos récentes, mais encore une fois moi j'ai toujours du mal avec Timescape parce que je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais alors, par exemple ici vous pouvez visionner plus ou moins vos photos en fonction de la date, mais ouais, encore une fois je trouve pas ça excellent. Vous avez Twitter ici, pareil. Je trouve pas ça excellent non plus, puisque si vous avez Twitter, c'est une plateforme où vous avez beaucoup de messages qui défilent, et ce genre d'interface, je trouve pas ça du tout optimal. Et une dernière, c'est quoi? Non, pardon. Voilà, c'est ça. Ça, je sais plus ce que c'est. Ajouter compte Mixi. Ça, c'est une sorte de. J'avais vu que c'était une façon, ça a rajouté certaines fonctionnalités à Timescape, mais je suis pas sûr de ce que c'est. Bon, ça c'est un détail. De toute façon, ça vous pouvez l'installer sur n'importe quel terminal de la gamme Xperia. Et puis il y avait aussi Foursquare que j'ai essayé d'installer, mais ça n'a pas fonctionné. Mais bon, vous pouvez aussi l'installer dans Timescape pour avoir vraiment tous les réseaux sociaux, enfin la majorité des réseaux sociaux dessus. C'est pas trop mal. Lecture musique, ouais, le lecteur musical est plutôt bon. Donc vous avez deux onglets qui d'ailleurs ce lecteur il change avec la mise à jour ICS. D'ailleurs si vous voulez voir normalement à quoi va ressembler ICS sur ces terminaux là, alors en tout cas je sais à quoi ça va ressembler sur le Xperia S, je suis pas sûr vraiment si ce sera la même chose sur celui-ci vu il est moins puissant, et pareil pour les autres là, tout ce qui est PU, Sola. Mais cherchez sur YouTube ou sur Test Mobile, vous cherchez Xperia S Ice Cream Sandwich et vous trouverez sûrement une vidéo. On les a postés de toute façon, où vous verrez ça, et le lecteur musical fait partie des éléments qui ont été un petit peu modifiés. Donc là vous avez deux onglets, lecture et ma musique, qui permet de naviguer parmi vos morceaux, albums, etc. Donc ça c'est pas mal fait je trouve. Quand vous êtes dans ma musique, vous avez également une option ici qui s'appelle télécharger les infos musique, donc les infos musicales disons, et ça fonctionne avec Grace Note, qui est un service qui est une sorte de grosse base de données avec différentes informations sur vos morceaux, et ça permet de télécharger vos pochettes d'albums par exemple. Donc là ça c'est une pochette que j'ai téléchargée via le service. Il trouve pas forcément toujours tout, mais il trouve beaucoup, et ça c'est vraiment top. Donc là vous avez vos albums, vous avez quoi d'autre? Vos morceaux avec la possibilité de faire lecture aléatoire. Quand vous rentrez dans un album aussi, vous avez la lecture aléatoire qui s'affiche ici. Tout ça, ça marche franchement bien quoi. Donc on va lancer un morceau pour voir un peu ce que ça vaut. Alors, vous avez le fond là de couleur qui change en fonction du morceau que vous écoutez normalement. Je me rappelle plus très bien, mais normalement oui. Ouais, voilà, là par exemple c'est plutôt jaune, et sur l'autre c'était plutôt dans les rouges. Donc ça c'était la première chose. On va repartir sur celui-là. Voilà, vous avez ça qui permet de passer rapidement dans le morceau. Vous avez ça ajouté aux favoris, lire sur l'appareil, ça c'est en DLNA, ajouter à la file d'attente pour lecture, enfin afficher la file d'attente mais avec la possibilité de rajouter d'autres morceaux également. Et là on a d'autres fonctionnalités qui permettent par exemple d'afficher des vidéos karaoké sur YouTube, etc. C'est vite fait quand même toutes ces options, donc voilà, bon, à regarder, elles sont là, et le mode aléatoire et répétition se trouve dans le menu, ce que je trouve dommage. J'aurais préféré des petites icônes quelque part, surtout vu la taille de ces boutons là, ils auraient pu faire quelque chose, mais c'est vrai que sur un écran de cette taille c'est peut-être mieux que ces boutons soient grands. Il y a un égaliseur qui est plutôt complet avec une option qui s'appelle X-Loud qui est censée augmenter le niveau sonore du haut-parleur. Pour tout vous dire, c'est une option qui est disponible sur la plupart des terminaux Xperia, même tous il me semble.
tous les récents en tout cas. Et j'ai jamais trouvé que c'était spécialement efficace, mais bon. Voilà, c'est à peu près tout pour le lecteur ici. On va écouter un peu ce que ça vaut. Bon, c'est vite fait hein. Pour ce Xperia Go au niveau du haut-parleur, ça va être très simple. Ça ressemble pas mal à ce qu'on avait sur, il me semble, sur l'Active. Et ça me fait aussi penser à ce qu'il y avait sur tout ce qui est défi chez Motorola. Pourquoi? C'est un terminal certifié IP67. Il y a toute une série d'éléments qui ont été rajoutés pour pouvoir protéger de l'eau et de la poussière. Et de fait, la qualité du haut-parleur est pas très bonne parce que le son est étouffé. Il y a quelque chose de mécanique, de physique qui fait que le son est étouffé. Et niveau du volume, c'est pas terrible. La qualité est vraiment mauvaise. Enfin, j'exagère. Elle est pas mauvaise, mais sincèrement en dessous de ce qu'on attend aujourd'hui sur un smartphone, même de cette gamme-là. Donc, haut-parleur décevant, oui. Maintenant, c'est un des sacrifices pour la certification IP67 a priori. Donc je dirais que voilà, ça dépend. Peut-être vous n'avez pas besoin d'un super haut-parleur, mais le côté IP67 vous parle un peu plus, donc ça vous dérangera pas. Mais bon, c'est à prendre en compte, hein. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui cherchent vraiment un terminal avec un bon haut-parleur, un terminal de petite taille et pas trop cher, bah, le Go n'est peut-être pas pour vous parce que vraiment pour le coup c'est pas top du tout. Maintenant, si vous utilisez le jack 3.5 ou vous connectez des écouteurs sans fil, ça fonctionnera très bien, il n'y a pas de souci. On va passer dans la galerie, qui est la galerie classique Android et qui va changer d'ailleurs avec la version ICS normalement, en tout cas c'est sur le Xperia S. Enfin sur le Xperia S, ça a été modifié, elle est d'ailleurs pas mal du tout. Donc en attendant cette mise à jour, on a cette galerie là qui est assez sympathique. Voilà. Tout est à peu près fluide, il n'y a pas de souci. Ça, c'est des photos qui ont été prises avec l'appareil. Et bien sûr, vous aurez droit à ces photos. Je regarde juste un truc parce que j'ai l'impression quand même le multitâche là sur cette version prototype a l'air assez galère. On va réessayer pour voir. D'accord. Ouais, c'est quand il veut quoi. Donc bon, je sais pas si vous aurez... C'est ça toujours le problème quand on teste des prototypes, mais bon, ça nous permet... de vous parler assez tôt de ces appareils, mais voilà, c'est ce genre de truc, ça arrive régulièrement hein, sur les appareils prototypes que le multitâche soit un petit peu défectueux, on va dire. Et là, pour le coup, c'est totalement, c'est quasiment inutilisable, en tout cas dans la galerie. Donc c'est un petit peu dommage. On va voir si en mode paysage ça change quoi que ce soit. Potentiellement oui, ouais. Bof. Bon, en tout cas, le multitâche est pas terrible. En tout cas, là-dessus, il y a un autre truc et qui est lié aux performances de l'appareil, c'est quand on essaye de lire des fichiers un petit peu plus lourds. Donc ça, c'est des photos prises avec un réflexe. Donc, hop, je défile. Il y a toujours un délai de chargement. Ça charge encore, voilà. Toc. Ensuite après, normalement les photos sont dans le cache, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, il y a toujours un léger délai de chargement. Ici qui est pas trop long, ça va à peu près. Mais moi hier, je sais que j'ai vu un délai un petit peu plus long. J'ai lancé pour la première fois cette galerie. Et j'ai eu des délais vraiment plus longs. D'environ 10 secondes pour les premières photos. À mon avis, c'est le temps qu'ils mettent les différents éléments en cache. Donc bon, on peut pas lui en vouloir, c'est pas de grosses performances. On va lancer voilà, le fichier DivX qu'on utilise à chaque fois. Donc voilà, ça c'est bien, c'est pas un fichier très lourd,
mais ça charge rapidement. On peut passer d'un moment à un autre dans la vidéo très rapidement également. Donc ça, c'est bien. Ok, donc ça c'était pour ce petit tour de la galerie. Vous avez une intégration avec Facebook comme vous le voyez ici. Vous pouvez accéder aux photos. Et ensuite là par contre c'est ça qui est totalement étrange, c'est que vous pouvez quand même laisser un commentaire de manière intégrée. Voilà. Donc là j'ai laissé un commentaire, normalement c'est celui-ci. Et on a une interface qui est celle de... qui est une interface intégrée par Sony. Et ça, on la retrouve pas dans les contacts, ce qui est peut-être un petit peu étrange. Ce serait bien de retrouver ça, je pense, dans les contacts. Peut-être c'est la notion de tag qui pose problème, peut-être que bon, il y a d'autres choses. Je ne sais pas. En tout cas, ici, la galerie est plutôt bonne et du coup, vu qu'on a fait la galerie, on va pouvoir passer à l'appareil photo rapidement là-dessus. On a alarme, horloge, chrono, minuterie. Tout ça est très bien intégré. Si vous avez envie, vous pouvez mettre des raccourcis sur l'écran d'accueil pour accéder rapidement à ces fonctionnalités. Donc ça, c'est classique. Même si c'est pas... c'est classique, mais c'est pas intégré dans tous les terminaux, dans tous les smartphones récents. C'est ça qui est amusant, c'est que toutes les fonctionnalités de base, comme ce que je viens de vous montrer, chronomètre, minuteur, etc., c'est ultra pratique. D'après moi, ça devrait être dans tous les terminaux. Et dans Android par défaut, si vous voulez, vous n'avez pas ces fonctionnalités. Donc c'est au constructeur de les rajouter. Et là, bon, on les a, donc c'est bien. Ok. Appareil photo 5 mégapixels, comme je vous disais. Vous pouvez prendre une photo rapide de l'écran de verrouillage, comme on l'a vu tout au début de la vidéo. Vous avez différents modes de scène. Le flash à régler ici, détection de sourire, mode de focus. On bascule sur la droite, on a différents éléments supplémentaires. Là, on peut configurer le démarrage rapide, et c'est ce que je vous disais au début. Démarrage et capture ou démarrage uniquement. Stockage des données, le choix, etc. de l'endroit où vous voulez stocker la vidéo. On a des paramètres très similaires à ce qu'on a d'habitude sur cette gamme. Donc bon, il n'y a pas de grande surprise. Là, on a des accès rapides vers différentes options. Donc je sais pas. Hop, voilà. Vous restez appuyé. Vous relâchez. La photo est prise. Vous pouvez appuyer ici ensuite après pour voir la photo. Voilà. Et vous verrez des échantillons de la qualité dans le test écrit et puis également au niveau de la vidéo sur la chaîne YouTube. Et du coup, on va pouvoir passer justement la vidéo. Donc, comme je vous disais, il filme en 720p, ce qui est pas trop mal, hein, mais on est sur du dual core 1 GHz, donc ça paraît logique de pouvoir sortir du 720p. On va aller d'ailleurs là pour voir tout ça. On a 720p, on peut descendre en résolution si on a envie. Son du déclencheur, stockage des données, activer le micro, stabilisateur d'image, ça c'est important. On a quoi d'autre? L'éclairage, ça c'est pour tout ce qui est lampe torche pendant que vous filmez, ce genre de choses. Voilà, pour filmer c'est assez simple, là, vous lancez comme ça. Ensuite, voilà, vous avez un autofocus continu. Alors là j'ai l'impression qu'il croit que c'est un visage ou un truc comme ça, mais je sais pas trop. Et vous pouvez également zoomer avec les boutons ici. Donc c'est pas mal quoi. Donc bon, vous verrez un peu ce que ça vaut dans les échantillons. Je trouve que la qualité est pas trop mauvaise, on va dire, mais ça reste du même acabit que ce qu'on a sur un P ou un U, enfin pas le P, surtout le P ça va en fait, c'est surtout le U où moi ça m'a posé quelques soucis et on se retrouve sur une qualité assez similaire, vous le verrez. On a le Play Store avec une catégorie spéciale Sony qui est juste ici, avec quelques contenus en plus, mais il n'y a rien de il n'y a rien de bien intéressant. On a musique unlimited, vidéo unlimited, on a Track ID qui est une sorte de Shazam. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Box. Mais tout ça c'est des... Enfin ça fait partie d'applications. C'est juste Sony qui met en avant certaines applications avec des éditeurs partenaires, ce genre de choses. Promenez-vous là-dedans, vous avez quoi ici? Live Key.
Ok, je sais même pas ce que c'est, mais c'est une autre application. Ça doit être pour prendre des photos en appuyant sur des accessoires, ce genre de choses. Enfin bon, promenez-vous. Sony publie régulièrement des applications. Elles sont pas toujours indispensables, on va dire, mais au moins elles ont le mérite d'exister. Et je pense notamment à tout ce qui est Music Unlimited et Video Unlimited. Donc là, on a Video Unlimited et la Music Unlimited. C'est des services qui permettent d'acheter en ligne et de louer pour les vidéos. On a l'agenda, qui est plutôt sympa. L'interface est assez bien faite. On peut rester appuyé sur un jour pour ajouter un événement. On peut aller en mode semaine. Donc avec tous les événements qui s'affichent. On peut ajouter bien sûr voilà, un événement ici. J'essaie juste d'accéder à celui-ci. Je sais pas pourquoi il veut pas. Là, toc, voilà, on a le 14 juillet, jour férié, etc. Bon, tout, il y a certains jours qui sont rajoutés. Maintenant, c'est à vous d'ajouter vos différents éléments. Vous avez le planning, etc. etc. Donc ça marche bien. L'interface est sympathique, personnalisée par Sony. Google Maps qui marche bien sur cet appareil. C'est juste que au niveau de toute façon du fixe GPS, généralement tout est lié en fait à la plateforme. C'est-à-dire que si votre appareil est puissant, normalement vous devrez avoir un fixe plus rapide. Mais de toute façon, si vous avez du data en même temps, ça ira plus vite également. Et ça dépend aussi des conditions dans lesquelles vous êtes. Maintenant, si vous voulez utiliser en mode GPS, il n'y a pas de souci. C'est aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Maps, sous Android, ça devient une application qui est de plus en plus gourmande avec tous ces systèmes de guidage vocal, etc. Donc ce ne sera pas forcément très très fluide sur le Go, mais ce sera largement utilisable, il n'y a pas de problème. Et puis vu la taille de l'écran, ça c'est le deuxième élément, ce ne sera pas forcément optimal, mais vous pourrez l'utiliser sans aucun souci. Track ID qui est là. Alors là, il y a voilà toutes ces applications ici. Donc ça c'est Adidas normalement. Voilà. Mi Coach qui est sympa, vraiment sympa, mais c'est une application 3, 4, hop, voilà, qui est préinstallée mais qui est gratuite. Il suffit de se créer un compte, donc bon, il n'y a pas de grosse valeur ajoutée, mais c'est quand même bien d'y avoir pensé. Et ça permet d'avoir des entraînements, des programmes d'entraînement pour tout ce qui est course, mais également musculation, etc. Et ça, tout ça, il y a une plateforme derrière qui est liée, c'est le site, il y a un site Mi Coach qui est en ligne, et qui est franchement sympathique, et ça permet de créer des programmes, ce genre de trucs. Moi j'aime bien, ça marche bien. Si vous, en tout cas, si ce genre de pratique avec votre mobile vous intéresse, c'est toute la partie des LNA ici, voilà. On peut accéder donc là je suis en train d'accéder à mes morceaux de musique sur mon appareil connecté. Toc, voilà. Horloge mondiale. Bon, ça c'est un raccourci vers ce qu'on a ici déjà. On a Play Music. Mais ça c'est en fait, je sais pas pourquoi il y est. C'est un peu étrange. Mais c'est Google, c'est pas Google Music, c'est le player musical de Google, mais Google Music existe, enfin, n'est pas disponible en France pour l'instant. On a Wise Pilot, qui est une application GPS, qui est tout le temps préinstallée dans les appareils. D'ailleurs, il y a besoin d'activer par SMS, donc je ne vais pas le faire. Moi, ce que je vous conseille d'une manière générale, si vous avez besoin d'une bonne solution GPS, utilisez Google Maps. Sincèrement, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Essayez si vous voulez cette solution également, hein, mais il y a pas, c'est juste qu'elle est intégrée, donc pourquoi pas. Mais Google Maps fonctionne vraiment très très bien. Album 3D, alors ça c'est parce que quand vous prenez des photos, il va vous proposer de faire un truc qui s'appelle panorama par balayage 3D. Je vous en ai déjà parlé à différentes reprises. C'est un truc où en fait vous prenez plusieurs photos à différents angles, puis après quand vous bougez votre terminal comme ça va donner un effet 3D, et puis ensuite si vous connectez à une télévision compatible, vous allez pouvoir les visionner. C'est franchement gadget, et voilà, c'est pas une fonctionnalité qui m'excite particulièrement, on va dire. Petit truc dont je vous ai pas parlé, c'est quand vous restez appuyé sur le bouton en haut, vous avez différents modes ici, dont faire une capture d'écran.
Voilà, ça peut vous intéresser. Toc, vous prenez une capture d'écran. Je sais plus si on pouvait dessiner dessus. Je sais qu'il y avait, je sais plus quel mobile permet de faire ça. Celui-là, on peut pas apparemment. Et on peut la partager ensuite ou définir comme fond d'écran. Ok, pourquoi pas. Ou image de contact. Très bien. Radio FM, bien sûr, il faut connecter les écouteurs classiques. Musique et vidéo ici, c'est lié à Facebook. Donc ça va vous montrer très rapidement les photos, enfin les musiques et vidéos qui ont été partagées par vos contacts et par vos contacts sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est pas mal. Pour une raison que j'ignore, on a McAfee Security qui est préinstallé par défaut. Bon, un antivirus pour mobile. Je doute un peu de l'efficacité, pas de l'efficacité, mais de l'intérêt de ce genre de truc. Dans tous les cas, faites attention quand vous téléchargez des applications sur le Play Store. Regardez bien les autorisations, regardez bien les avis, les notes, etc. avant d'en télécharger une. Ça vous empêchera, enfin, ça vous évitera de vous retrouver dans des situations peut-être, disons, dommageables pour votre appareil. Ça arrive rarement, mais c'est pas impossible. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Tout ça, c'est des applications qui ont été installées également. Très rapidement, niveau performance sur cet appareil, qu'est-ce qu'on a? Bon, on se retrouve sur quelque chose de similaire au Sola. Comme je vous disais, on a un score de 5058 sur AnTuTu Benchmark. Et ça, au niveau du ranking, voilà, ça, à titre de... C'est pas une bonne référence, je pense. Mais le Galaxy S3 sous 4.0.4 est à 16800, donc 17000. Et là, ici, on est sur... où il est, à mon avis, il est overclocké celui-là. Ouais, je sais pas. C'est un peu compliqué. Sur des terminaux de cette gamme-là, je pense pas que ce soit réellement là, My Device, apparemment. Donc 5400, ouais, voilà, c'est ce score-là. Bien sûr, c'est un appareil qui est beaucoup moins performant que d'autres. Et d'ailleurs, pour terminer, je vais vous montrer un jeu en 3D, en fait, qui fonctionne. Mais vous allez voir, il fonctionne un petit peu moins bien logiquement que sur d'autres terminaux, ce jeu là. Enfin, c'est pas exactement cette version là que j'avais testé sur le Galaxy Nexus, c'est une autre. Alors ce qui se passe, c'est qu'en plus dans cette version il y a de la pub, c'est pas excellent. Là la pub n'aide franchement pas à être dans un environnement fluide, mais bon. Désolé, la caméra a un petit peu de mal à faire le focus. Mais disons que voilà, ce genre de jeu, ça marche bien, c'est pas très très gourmand. C'est pas aussi fluide que ce qu'on attend, enfin ce qu'on attend. C'est pas aussi fluide que ce qu'on a sur un appareil bien sûr plus puissant, haut de gamme. Mais ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, je vais quand même pouvoir jouer, vous voyez. Et ça c'est plutôt agréable. Bon bref. Donc voilà, ça c'était pour une petite démo sur un jeu comme ça en 3D, assez simple. Maintenant si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, ça va pas être possible. Je pense à, je sais pas, le tout dernier Mass Effect sous Android, ça fonctionnera pas. Je sais même pas si on peut le télécharger, est-ce qu'il est disponible sur Play Store, etc. Vous aurez des limitations, c'est clair, niveau performance, mais globalement, quand vous achetez un appareil moyenne gamme, enfin en tout cas bas de moyenne gamme d'après moi, ce Go est de ce type de gamme, vous ne pouvez pas vous attendre à de meilleures performances, notamment en jeu et également sur le web. Et du coup, j'en profite pour faire ma conclusion. Ce Go, finalement, qu'est-ce que c'est? D'après moi, c'est la même chose qu'un Sola ou un U, d'une certaine façon, mais avec une particularité qui est d'être résistant. Résistant à la poussière, résistant à l'eau, et ça, c'est quand même un point qui peut intéresser pas mal de monde. Au-delà de ça, il a un design qui est un peu différent des autres terminaux de la série. Si vous n'aimez pas forcément cette barre transparente, c'est sur les autres terminaux Sony, pourquoi pas. Et puis c'est cette matière aussi qui est utilisée, qui est agréable en main quand même. C'est quelque chose de caoutchouteux. C'est un peu différent du coup de ce qu'on trouve dans le reste de la gamme Sony. Il est petit, compact. D'après moi, c'est un terminal qui est, on va dire, idéal pour ceux qui ont besoin d'un smartphone qui n'est pas forcément très puissant, qui ne coûte pas très très cher.
qui est résistant, ça c'est important, c'est un point extrêmement important si vous n'avez pas, à part si vous trouvez une super offre, etc. Et voilà, vous avez vraiment envie de cet appareil pour d'autres raisons. Mais je pense que si aujourd'hui vous n'avez aucun besoin lié au fait qu'il soit IP67, je pense pas que ce terminal est intéressant pour vous. Autant basculer peut-être sur un U ou mettre un tout petit peu plus, enfin un tout petit peu plus, 100 € de plus et passer sur un P. Regardez aussi les offres subventionnées, ça peut être intéressant. C'est ce genre de terminal qui sera proposé à 1 € avec forfait. Le problème, c'est comme la gamme Sony est vraiment très très large, c'est difficile aussi aujourd'hui de savoir si les opérateurs le proposeront, parce que les opérateurs sélectionnent les mobiles qu'ils proposent. Voilà. Sinon, dans l'interface, c'est bon. Ça manque un peu de fluidité, mais on va dire que c'est bon. Le web, bah, bien sûr, on se retrouve sur une expérience pareille que sur un Sola. C'est moyen, ça reste possible, mais ça reste quand même moyen. Il y a un point quand même qui n'est pas excellent, c'est au niveau du haut-parleur, qui est très 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 moyen, voire même médiocre, mais bon. Par contre, niveau mémoire, on peut quand même aller jusqu'à 32 Go, ce qui n'était pas forcément le cas sur tous les autres. Je pense notamment au U, on s'arrêtait à 4 Go sans slot micro SD, ce qui était un gros problème. Là, on peut aller plus loin. Donc ça, c'est un gros point positif d'après moi sur un terminal de cette gamme-là, c'est la possibilité de monter en mémoire. Voilà, vous pouvez filmer en 720p, ben, vous pouvez filmer autant que vous voulez, plus ou moins. Donc ça, c'est plutôt bon. Niveau autonomie, bah, d'après ce qu'on a vu, ça avait l'air dans la moyenne. Maintenant, moi, j'ai pas pu réellement le tester en conditions au quotidien, donc je dirais que dans tous les cas, c'est le genre de smartphone qui va rester un peu plus d'une journée allumé en utilisation normale. Maintenant, voilà, vous pouvez regarder un petit peu les scores affichés par Sony sur le papier, mais généralement, c'est supérieur à ce que c'est censé être, enfin, ce que c'est en réalité. Et puis je crois que c'est à peu près tout hein, sur cet appareil. C'est vraiment ces performances moyennes, mais pour un prix qui est à peu près correct. C'est une interface qui est plutôt agréable à utiliser, avec cette surcouche qui a pas mal de fonctionnalités, notamment sociales, dans les contacts, ce genre de choses qui c'est plutôt agréable. C'est un écran 3.5 pouces, donc un appareil vraiment compact. Et puis c'est à peu près tout. Et puis n'oubliez pas, voilà, il est proposé en 3 couleurs, noir, blanc et jaune. Aujourd'hui, là, on est début juillet, il n'est pas encore vraiment vendu, il est encore en précommande, mais je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il sera commercialisé. Et rappel du prix, c'est 295 €, 300 €, qui va être amené dans tous les cas à baisser au fil du temps. Et encore une fois, n'oubliez pas de regarder les offres subventionnées. Ça peut, voilà, c'est le genre de terminal qui sera proposé à 1 €, c'est une certitude. Enfin, s'il est intégré dans les catalogues des opérateurs, encore une fois. Voilà, donc ça c'était pour mon test du Sony Xperia Go. Si vous avez des questions par rapport à cet appareil ou même par rapport à tous les autres appareils de la gamme Xperia, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube, sur Test Mobile. À bientôt.